Laurent Girousse, bonjour et merci de nous accueillir dans ce musée. Alors, c'est le musée du textile de Lavelanet, qui est un musée qui est assez ancien, mais qui a simplement, depuis quelques années, pu se remettre au goût du jour pour être présenté au public. Alors, musée du textile, ça veut dire bien sûr qu'il n'y a plus de fonction de textile à Lavelanet, c'est bien ça? Non, pas du tout. Il y a encore, bien entendu, du textile qui fonctionne à Lavelanet ou autour de Lavelanet, mais c'est vrai que ce n'est pas plus autant que ce qu'il y avait dans les années même 70 où le textile vivait vraiment à fond autour de Lavelanet. Alors, ce musée existe depuis combien de temps et pourquoi existe-t-il? Qui en est l'initiateur? Alors, à l'origine, c'est une association qui existe toujours et qui continue vraiment d'œuvrer pour le musée, qui a rassemblé du matériel de toutes les usines qui soit fermaient, soit changeaient leur matériel et qui ont pu le réunir ici. Et donc, ils ont constitué à partir de 83 tous les éléments de ce futur musée. Vous êtes donc conservateur de ce musée depuis combien de temps? Alors, je suis responsable de ce musée depuis à peu près 6 ans ou 7 ans. Voilà. Le public, qui est-il? Alors, c'est un public local, mais aussi un public de vacanciers, puisque l'Ariège est quand même très visité. Et ils viennent en général, en majorité, au mois de juillet et août. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots d'abord quelles sont les fibres, le pourquoi et le comment de toutes ces mécaniques? Alors, à l'origine, c'est vraiment la laine qui a été le moteur pour toute l'industrie du Pays d'Olme, qui remonte au Moyen-Âge, 11e, 12e siècle, dans lequel on a commencé à travailler la laine locale, mais de manière industrielle, c'est-à-dire qu'on commençait déjà à fabriquer pour la région entière, on n'exportait pas très loin, mais en tout cas pour toute la région. Et puis par la suite, au 19e siècle, ça s'est accéléré, c'est-à-dire que là, l'industrie de la laine est devenue de plus en plus importante à Lavelanet ou alentour. Et puis l'autre phase, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale où les nouvelles fibres sont arrivées et où on s'est mis à les tisser, à les apprivoiser en quelque sorte parce que c'était une nouvelle fibre complexe à tisser. Et Lavelanet s'en est très bien sorti à cette période puisqu'elle est devenue la première ville française à faire ville française à faire du textile cardé. Là, on est toujours dans la laine. Alors, j'ai cru, en fouillant un petit peu dans certaines archives, que le cheminement en fait serait parti d'un Chalabrois qui aurait ensuite pérégriné sur Sainte-Colombe-sur-Lers, puis ensuite Lavelanet pour développer surtout le drap. Qui était ce Chalabrois? Alors, je ne me souviens plus de son nom, mais effectivement, il y avait... Si, effectivement. Chalabre, à ce moment-là, était le lieu où tout se passait au niveau textile. C'est un lieu très riche, très fort, dans lequel on produisait beaucoup. Et Lavelanet, à ce moment-là, était tout à fait... Lavelanet, Laroque, c'était tout à fait pas inexistant, hein, je veux dire, mais ça n'avait pas une grosse importance. Et Chalabre était très important. Et ensuite, on pense que c'est avec la mécanisation, lorsqu'on a essayé de mécaniser, qu'au niveau de Chalabre, avec l'ancienneté, la tradition et la corporation sur place, n'a pas très bien vu justement cette mécanisation, ce qui fait que les entreprises ont essayé de trouver d'autres lieux dans lesquels c'était plus facile de mécaniser un petit peu la production. Et il semble que ce soit à partir de ce moment-là que Lavelanet et Laroque aient pris le dessus. Nous sommes ici donc devant une machine que l'on appelle peut-être le renvideur, non? Alors, c'est l'ancêtre du renvideur, hein, c'est ce qu'on appelle une mulgénie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les premières machines qui permettent de mécaniser la fabrication du fil. Elles font à la fois la torsion et elles enroulent le fil sur les bobines. Donc c'est une machine extrêmement à la fois complexe et d'une conception très ancienne, puisque c'est dans les années 1750 qu'elle a été conçue et produite. Alors en France, elle est arrivée bien plus tard, mais je veux dire, c'est vraiment l'ancêtre des renvideurs d'aujourd'hui. Ces machines, j'imagine, étaient assourdissantes, puisque là on en voit deux, mais dans la véritable usine, il y en avait une cinquantaine et voire plus. Oui, c'est vrai que les conditions de travail à l'époque, et même il n'y a pas très longtemps, étaient extrêmement difficiles, surtout au niveau du bruit. Les métiers à tisser font un bruit effrayant. Ici aussi, les renvideurs, c'est pareil. Et on est dans une atmosphère dans laquelle on n'arrive même pas à se parler, si ce n'est à voix haute. Quel était le principe de la filature? C'était une usine, en fait, la filature, ou bien elle produisait quelque chose de spécifique? Alors, les filatures, en général, souvent, ce sont des entreprises à part qui produisent le fil. Alors, elles produisent du fil de laine, bien entendu, mais ça peut être aussi du fil de lin, du fil de chanvre et tout ça, ou de fibres synthétique lorsque le synthétique est arrivé, ou même à Lavelanet, une des traditions, c'était l'effilochage, c'est-à-dire on prenait des vieux tissus et on les
repasser à la machine pour en faire du fil à nouveau. Voilà. Alors, les filatures, souvent, ne faisaient que le fil, mais on avait après ce qu'on appelle les entreprises intégrées dans la Vlanay, dans lesquelles on fait tout depuis la matière première jusqu'au produit fini, c'est-à-dire en passant par le tissage. Mais après le tissage, il y a aussi tout ce qui est après, c'est une partie importante avec le fait de fouler la laine, justement, avec des foulons pour qu'ils deviennent... Ces foulons étaient des hommes et des femmes. Alors, c'était souvent des hommes et des femmes qui travaillaient pour le foulage. Alors, anciennement, c'est des gens qui le faisaient seuls, à pied, ou avec les pieds. Un petit peu comme le raisin, quand on presse le raisin. Exactement, exactement. Autrefois, mais il y a vraiment longtemps, c'était ça, parce que très vite, dès le XIIe, XIIIe siècle, on s'est mis à avoir des moulins à foulons qui faisaient justement ce travail. Donc souvent, après, foulon, c'était une spécialité. C'est-à-dire savoir fouler, c'est aussi quelque chose de très difficile et de très important pour la laine, pour les tissus en laine. Les premiers, je pense, rentraient, garçons et filles, à l'âge de 14 ans. Oui, parfois même avant, mais même très souvent avant. On les cachait lorsque c'était interdit le travail des enfants et tout, mais de manière, enfin je dis de manière presque naturelle, tous les enfants allaient vers 10, 11, 12 ans travailler dans les filatures. Justement, les filatures en prenaient beaucoup justement pour rattacher les fils qui se cassaient. Justement, vous parlez des fils qui se cassaient. Je crois savoir justement que les ouvriers ou ouvrières devaient courir d'un rang videur à un autre vite fait pour éviter justement la casse des fils ou réparer illico presto. Effectivement, tout leur travail c'était ça, c'est-à-dire prendre les fils, les rattacher et de courir un peu partout dès qu'il y en avait un qui se cassait, ce qui était fréquent évidemment. Et ça c'est principalement le travail des enfants à 10-12 ans dans les filatures. Alors le fuseau, c'est l'outil le plus ancien utilisé depuis des millénaires. Donc le principe du fuseau, en fait on va étirer une mèche de laine puis la torsader parce que la torsion en fait va donner la résistance. Donc on le fait tourner comme une toupie, puis légèrement on étire une mèche. Arrivé ensuite à une certaine longueur, on est obligé d'enrouler manuellement ce fil pour recommencer. Le tour affilé, alors le tour affilé est apparu plutôt vers le Moyen-Âge. C'est le même principe que le fuseau, mais il est en position en fait horizontale. Toujours pareil, étirer la mèche de laine. Ici, elle est légèrement torsadée. Seulement, on va changer ce qu'on appelle l'angle pour consolider la torsion. Vous pourriez me parler des fibres classiques? Alors, les fibres classiques, bon, mais déjà, c'est tout ce qui est naturel, en fait. Elles sont classées en 3 catégories. Donc, les naturelles avec les fibres animales, tout ce qui est laine, poils de chèvre comme le mohair, le cachemire. Il y a aussi la soie qui fait partie des fibres animales. Puis après, vous avez les végétales, donc avec le laine, le coton, le chanvre, tout simplement. Et puis par la suite, dans les années 50, je pense qu'il y a une révolution. Alors déjà, il y a d'abord tout ce qui est fibres artificielles. Alors pour simplifier, ça rentrait dans le côté très technique. En fait, les artificielles sont, on va dire, à moitié naturelles et à moitié en fait chimiques en quelque sorte. Et après, vous avez les fibres synthétiques qui proviennent essentiellement de pétrole ou autre. Auriez-vous peut-être quelque chose d'extraordinaire, un jardin extraordinaire? On va aller le voir parce qu'il est particulier. Oui, alors il regroupe en fait quelques-unes des plantes textiles qui permettent d'obtenir de la matière pour fabriquer des tissus et des plantes teintoriales pour obtenir les colorants pour les couleurs. En fait. Teintorial, teinture. Oui, voilà, tout à fait, pour la teinture. Ça ressemble au cannabis en fait, c'est les mêmes variétés, sauf qu'ici pour le chanvre textile en fait, c'est le taux après de THC, donc la drogue on va dire qui présente et qui sert d'hallucinogène, qui est inférieure à celle que l'on utilise donc pour légalement on va dire, voilà. Donc après c'est pareil, c'est la même plante. Si on fait un tissage uniquement à base de chanvre, c'est bien ça? Oui. On ne va pas avoir 50 000 couleurs. Non, il n'y a pas de souci de ce côté-là.